Vous terminez de vous installer. Je vous présente maintenant messieurs Patrice Gaudin et John Passa qui vont intervenir maintenant sur une question, à mon avis, essentielle et probablement l'une des plus difficiles, peut-être la plus difficile. De quoi le droit coutumier est-il le nom? Et je leur cède immédiatement la parole. Bien, bonsoir à tout le monde. Comme il est d'usage dans notre paire, c'est moi qui vais amorcer la discussion et ensuite John prendra le relais. Pourquoi ce titre? Parce que, bien entendu, en tant qu'anthropologue, nous ne sommes tous sauf des juristes et que nous n'avons absolument aucune compétence pour parler de droit proprement dit. Par contre, nous nous intéressons aux pratiques sociales dans leur rapport avec la société prise comme un tout. Or, il se trouve que le droit coutumier est une pratique relativement récente dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et qui nous a paru intéressant de voir comment cette pratique récente venait s'installer dans le processus de construction d'une communauté de destin et d'une société qui est promise à l'émancipation. Donc, notre première question était effectivement de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de droit coutumier? Et si on parle de droit, quand on parle de droit coutumier, il nous est apparu très vite que, bien entendu, droit coutumier ne voulait pas dire coutume, et qu'il fallait qu'on distingue droit coutumier et coutume, et qu'il fallait que nous pensions à la fois la différence entre coutume, droit et droit coutumier, mais aussi leur articulation dans le cadre de la construction de la communauté de destin, celle de la Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui. D'une certaine manière, notre idée est à peu près la suivante. Le droit coutumier demande à être compris par rapport à l'évolution de la Nouvelle-Calédonie, où dans cette évolution de la Nouvelle-Calédonie, on a à la fois la promesse, dans le cadre du processus d'émancipation, de la construction d'une communauté de destin par définition pluriculturelle, mais en même temps, cette communauté de destin n'est possible, n'est viable, qu'à partir du moment où on va reconnaître effectivement au monde kanak des spécificités, notamment dans son mode de vie, dans la manière de s'organiser dans toute une série de domaines, et notamment dans le processus du droit. C'est-à-dire que le droit coutumier consiste à la fois dans une pratique, dont un certain nombre d'éléments ont été évoqués tout au cours de la journée, qui consiste à essayer d'intégrer un certain nombre de pratiques coutumières, d'usages coutumiers à l'intérieur du droit et de le faire reconnaître, mais en même temps, bien entendu, c'est une pratique de transformation de la société elle-même. Pratique de la société elle-même, puisque, on l'a vu, à travers le droit coutumier, la coutume elle-même est amenée à se transformer, à changer. En tout cas, sinon à changer, du moins à transformer sa manière de se dire et de s'afficher à l'échelle de la société globale. Et bien entendu, aussi, il faut le penser, une transformation du droit lui-même. Et donc le processus dans lequel aujourd'hui se construit le droit coutumier, et il faut le penser réellement en termes dynamiques, en termes de processus, c'est un processus fait à la fois d'apprentissage, d'essais, d'erreurs, de tensions, parfois de ratés, parfois de semi-réussites, mais qui ont pour but de construire justement ce droit coutumier et la reconnaissance de spécificités socio-culturelles et donc aussi juridiques à l'intérieur d'un ensemble plus vaste appelé à évoluer désormais vers son émancipation. Donc, le droit coutumier est à penser à l'intérieur de ce mouvement général. Et quand on regarde le rapport dont vous a parlé Étienne Cornu ce matin, on voit que le travail accompli par les juridictions coutumières est absolument énorme, plus de 640 décisions qui ont été collationnées. Mais ce qui nous a intéressés, forcément, c'est aussi d'aller voir auprès des gens qui étaient susceptibles de devenir des justiciables, auprès des assesseurs coutumiers, auprès des démons coutumiers. Alors, on n'a pas pu faire toutes les enquêtes qu'on aurait voulu parce que, malheureusement, le temps nous était compté, pour essayer de comprendre un peu comment vivaient, toutes ces personnes, vivaient cette transformation qui était en cours. Et il nous a paru intéressant de nous rendre compte qu'il y avait une sorte de paradoxe. Je ne parlerai pas de contradiction, mais une sorte de paradoxe. C'est-à-dire qu'à la fois, il y avait un désir profond du développement de ce droit coutumier. C'était une véritable demande. Mais qu'en même temps, eh bien, ce n'était pas sans susciter inquiétude, crainte, voire des formes de méfiance. Et qu'il s'agissait de comprendre d'où venaient ces problèmes de méfiance, y compris par des praticiens
du droit coutumier eux-mêmes. Je pense par exemple à des conversations, souvent d'ailleurs informelles, impromptues, qu'on a pu avoir avec des assesseurs coutumiers, qui eux-mêmes laissaient poindre dans leurs propos un certain nombre, non pas de refus d'être des assesseurs, au contraire, il y avait un engagement personnel très fort, mais en même temps un certain malaise qui s'exprimait à travers cette affaire-là. Alors dans notre contribution, nous sommes partis d'un jugement qui portait sur un problème dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, qui est celui de la reconnaissance de filiation à travers justement, en première instance, un père biologique qui demandait à pouvoir voir reconnu son lien de paternité avec l'enfant. Et en première instance, on ne va pas rentrer dans le détail, eh bien, on résumait un peu ce qui a été dit aujourd'hui, c'est-à-dire que le geste du père n'ayant pas été fait, eh bien, la paternité n'étant pas biologique, mais sociale dans le monde kanak, eh bien, à partir de là, cette paternité nous le fut refusée. Alors, il y a eu un appel, et là, le père a argué du fait qu'en vérité, il avait élevé son enfant pendant les 3 premières années de sa petite vie d'enfant, et que la mère était partie et avait délaissé l'enfant, et que c'est pour ça qu'il voulait voir reconnu son droit. Alors en vérité, après toute une série de débats dont je vous passe tous les éléments, on a bien entendu une décision qui a conforté la décision de la première instance, en rappelant que le père, d'un part la mère était partie pour des raisons de formation en métropole, et que bien entendu le père n'avait aucun droit sur cet enfant. La décision note une petite inexactitude pour l'anthropologue, que l'enfant a été adopté par le grand-père. Un grand-père n'a pas normalement à adopter son enfant, sinon de le faire reconnaître juridiquement, puisque l'enfant appartient à son clan, il le garde, ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'une relation d'adoption qui relève d'une relation d'échange. Mais on va passer sur cet aspect précis des choses. Et lorsqu'on regardait donc l'arrêt, rien n'était surprenant pour un anthropologue à l'intérieur de cet arrêt. On reconnaissait le rôle de la mère, de l'oncle maternel et de son clan, donneur de la vie, du sang de l'enfant, le fait que la paternité, la filiation se construit par les échanges, le fait que cette reconnaissance de cette paternité s'imposera plus facilement si, bien entendu, les parents étaient mariés. À partir de ce moment-là, on reconnaît le droit au père de faire ce geste-là, et souvent on peut attendre un peu, même si ça n'exonère pas le père de faire ce geste. Ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on n'a pas à faire la coutume au maternel. La possibilité qu'ont les maternelles, surtout quand l'enfant les parents ne sont pas mariés, de refuser de donner l'enfant et de le garder. Et puis l'importance de la coutume dans tous ces processus-là. Alors, où était le problème dans cette manière-là? Il nous a paru, à partir des quelques entretiens qu'on a pu avoir, et souvent, je vous l'ai dit, ce sont des échanges assez informels, que le problème venait, et le juge Daniel Rodriguez en a un peu parlé tout à l'heure, de la rapidité souvent avec laquelle les décisions doivent être prises, et du fait qu'une partie de la coutume se trouvait non pas, je dirais, attaquée, parce que ça serait un terme trop fort, mais quelque peu mise à mal. Il y a un problème qui se pose avec ce qu'est la coutume fondamentalement. Alors, on ne va pas rentrer dans le fond parce qu'on n'a pas le temps, et puis ça prendrait des heures, mais grosso modo, on peut dire que plus que des règles, ou avant que ce soit des règles, ou des normes, ou des principes, la coutume, c'est une manière de travailler ensemble, c'est une concertation. Il y a le vieux André Wenewa qui a écrit un petit texte sur la coutume à Lifou qui est passionnant, qui s'appelle « La coutume ou la hiérarchie de la concertation », dans lequel il décrit tous les différents processus de cette concertation, les différentes modalités selon les sujets dont on a à débattre, les décisions qu'il y a à prendre, et qui montre à quel point, bien entendu, c'est cette concertation. Alors, si les gens arrivent au tribunal, on peut penser que, bien entendu, cette hiérarchie de la concertation n'a pas eu lieu, ou que si elle a eu lieu, elle a raté, et que on vient là parce qu'en dernière instance,
ce n'est certainement pas possible. Mais d'une certaine manière, on voit bien la difficulté qu'il peut y avoir, là où d'une certaine manière, traditionnellement, il y a une concertation et une parole qui circulent avec des Moncton, et puis tout d'un coup, où la concertation, elle est forcément dans un temps beaucoup plus court, avec des assesseurs coutumiers qui sont renvoyés à leurs responsabilités individuelles, avec presque la plupart du temps des besoins de sanctions. Donc il y avait, d'une certaine manière, quelque chose autour de cette concertation qui pouvait poser problème dans cette affaire-là. Alors, à partir de là, on pouvait dégager un certain nombre de lignes de tension. Je vais en citer quelques-unes et après je passerai la parole à John. La première de ces lignes de tension, c'était l'affirmation, bien entendu, de la supériorité du droit français par rapport à la coutume. C'est-à-dire que régulièrement, il y a plein de situations où, eh bien, d'une certaine manière, le débat n'a pas lieu, puisqu'on a tranché une fois pour toutes. Ça va d'ailleurs avec le sentiment que cette supériorité n'est pas simplement un problème juridique, mais aussi, j'allais dire, un problème politique, dans le sens où, par exemple, la distinction entre droit pénal et droit civil est une distinction difficile à faire au niveau coutumier, et que parfois les gens pouvaient avoir le sentiment que cette inégalité, ce qui existait là, eh bien, mettait à mal la cohérence même de la décision coutumière ou de la possibilité de la concertation coutumière. On le voit bien d'ailleurs aussi dans ce qui a été dit ce matin par Samuel Gorona, qui expliquait comment le droit foncier kanak est parfois soumis à l'obligation de développement économique en mettant des bornes, et que là, donc, le périmètre, souvent, cette supériorité était ressentie. Je ne vous dis pas que c'est ce qui est la vérité, moi je ne suis pas juriste, je n'ai pas les moyens de le dire, mais ressentie comme une sorte de manière de, surtout, éviter que soit révisé le périmètre juridique de la coutume. La deuxième ligne de tension qui apparaissait était effectivement le sentiment parfois d'un rapport difficile avec les magistrats eux-mêmes dans les débats. Et je pense que ce n'est pas forcément une suspicion proprement dite du magistrat lui-même, mais plutôt le problème de se voir renvoyer à quelque chose de l'ordre d'une responsabilité individuelle, même si on sait qu'on est dans une concertation, etc. Et de se dire qu'il y a des paroles peut-être qu'on aura envie de faire circuler et que ce n'est pas toujours facile. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de situations et que peut-être ces moments-là sont liés à des situations particulières à un moment donné. Voilà, il y a telle ou telle réaction, mais en tout cas, ça faisait partie des éléments. La deuxième, c'est bien entendu la crainte, troisième, pardon, c'est la crainte des effets de la décision qu'on va pouvoir prendre. Ce matin, nous avions un juriste qui nous parlait de la crainte de cristallisation. Mais cette crainte, d'une certaine manière, du côté kanak, elle va se formuler comme la crainte qu'une parole qui va être dite individuellement à l'intérieur du tribunal puisse avoir des effets sur la société, sans doute à long terme, sans qu'il y ait eu de concertation à l'intérieur de la société elle-même, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Il y avait aussi, quatrième point, la peur d'être enfermé dans le passé, c'est-à-dire du fait que la coutume n'est pas décidée collectivement, on va revenir en arrière parce qu'on va se rattacher à ce qu'on croit pouvoir être la norme à un moment donné, et d'être un peu enfermé dans ces décisions-là. Et ça, c'est des points importants. Il y avait bien entendu aussi le fait que, quoi qu'on en dise, même si officiellement la décision de justice doit être prise avec le plus d'objectivité possible, eh bien, la confrontation du droit commun et du droit coutumier à l'intérieur même du tribunal, dans les décisions qui étaient prises, ne pouvait pas être complètement détachée du conflit politique qui existe encore aujourd'hui ici, et de savoir où on va et de quel côté on va. Et là, on avait tout à l'heure sur le problème de la cohérence de la coutume, un des juges, des assesseurs coutumiers qui avait dit la coutume, c'est pas un saucisson, c'est John qui avait ramassé cette là qu'on coupe en tranches, c'est un tout. Et bien là, on pourrait dire aussi l'homme dans sa totalité, c'est pas un saucisson, et la coutume ne peut pas être complètement coupée du contexte dans lequel on est. Et là, donc, c'est toute une série d'enjeux où on perçoit bien
que quand on est face aux magistrats, quand on est face aux justiciables, eh bien, il y a une décision qui va être prise, qui va avoir des décisions par rapport à ce que moi j'ai pris ma décision, décision par rapport à la collectivité, par rapport à la coutume, et puis décision par rapport à la construction de la communauté dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'il y a un poids politique, quoi qu'on en dise, de ces points-là. Et ce point-là pose un autre problème qui était posé aussi par John, puis après je vais lui laisser la parole, qui était la question de savoir on dit quoi à qui. C'est-à-dire, est-ce qu'on dit le droit de l'endroit à un Kanak de l'endroit, ou est-ce qu'on va dire le droit de l'endroit, comme il avait exprimé John, à un Kanak au sens large et d'une certaine manière beaucoup plus politique. On voit bien, si vous voulez, que dans cette affaire, on pourrait joindre un certain nombre d'éléments où, par exemple, les avocats admettent eux-mêmes qu'ils ne connaissent pas forcément la coutume, le juge aussi le dit, le rôle des assesseurs peuvent se trouver avec... et qu'il y a une part d'incertitude. Alors cette part d'incertitude qui est dans cette affaire-là et qui est en lien avec l'évolution de la société n'est pas de notre part pointer ce qui serait un défaut rédhibitoire de ces juridictions coutumières, mais en tout cas une interrogation pour essayer de voir comment on peut aller un peu plus loin, faire avancer les choses. Et je crois que l'intérêt du colloque et des éléments qui sont là, c'est ça, c'est-à-dire de lancer un débat et de permettre à ces juridictions coutumières dont le pays a besoin, dans la construction de son destin commun, de pouvoir justement se faire pas à pas avec apprentissage. Et je pense qu'il faut arrêter de se lancer des imprécations ou des cas en disant « oui, mais vous dites ceci, mais cela ». Il y a toujours des exceptions, il y a toujours des éléments qui peuvent ne pas fonctionner. Le but, c'est d'essayer, au contraire, de travailler les convergences. John, tu veux dire un mot ? Je vais essayer de participer, mais j'espérais arriver après notre intervention, mais c'est raté. J'ai oublié qu'on ne respecte jamais le timing, surtout à l'université. La réflexion qu'on a menée, c'est effectivement ça, c'est le travail à la fois avec les assesseurs, à une époque où il y a encore quelques assesseurs avec qui nous avons œuvré, et on mesure toute la difficulté. On mesure toute la difficulté où on est à la fois dans une réflexion sur un aspect multidimensionnel des personnes, et en même temps, on est face à une espèce d'individualisation de plus en plus de la personne. C'est-à-dire que ça me fait rappeler un peu la question le travail qu'on fait sur l'espace habité, sur la maison. On s'aperçoit que la justice a le même effet. C'est-à-dire qu'on force les gens à s'individualiser. Par la force des choses, c'est pas pour dire c'est bien ou c'est pas bien. Par la force des choses, on finit par individualiser la personne kanak à l'intérieur d'un tribunal. Et on le voit sur les effets, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on quitte les assesseurs et on retourne chez les familles, ce qui est un peu une partie de mon travail, et on aperçoit cette crainte, à la fois la crainte du regard des assesseurs, la crainte bien connue de l'institution judiciaire, mais ça, ils savent, parer au regard de l'institution judiciaire, mais par contre, ils sont moins familiers avec un regard, un regard de proximité, un regard des leurs, mais un regard qui complique sérieusement le travail de la restauration, s'il faut restaurer des itinéraires, s'il faut restaurer des identités, on mesure toute la difficulté. C'est-à-dire que la justice, c'est un bon élément, c'est un indicateur des sociétés qui sont travaillées à la fois par leur corpus, mais aussi travaillées par les manques. C'est-à-dire qu'on est face à des gens qui sont en manque de peut-être d'identité, en manque d'éléments structurants. Ils sont dans ce manque-là. Et le face-à-face avec les assesseurs, c'est un face-à-face beaucoup plus douloureux. Alors que les assesseurs vont venir pointer certains dysfonctionnements. Et on se retrouve, quand il faut accompagner les personnes qui sont là pour des problèmes d'enfants, qui sont là pour des problèmes de violence, on mesure toute la tragédie dans laquelle les gens sont. Ce matin, je ne pouvais pas être là parce que j'étais sur Saint-Louis pour voir une famille, et là on s'aperçoit que la famille en question, le père a décidé de ne jamais sortir de là, de son endroit à lui, même s'il n'est pas de là,
Mais c'est un endroit, et avec l'éducatrice, elle disait, mais vous devrez, c'est la semaine des parents, il faut faire comme tous les parents du monde, enfin de Calédonie du moins, et d'aller à l'école. Le père a bien répondu, je trouvais que c'était assez bien, c'est oui, un jour. Et à la fois, l'éducatrice est satisfaite de la réponse, c'est-à-dire qu'il ira, mais en même temps, il est rassuré lui aussi, c'est un jour, on ne sait pas quel jour. Quand les enfants ont 18 ans, ou peut-être même avant, c'est l'espoir, enfin l'espérance qu'on essaye d'inculquer aux parents, mais on est face à cette tragédie-là. C'est-à-dire qu'on est dans des situations où de plus en plus, les parents, et on le sent ces derniers temps, on sent une tension qui monte. Une tension où on revient sur les propos des personnes qui sont de plus en plus réfractaires. Certains vont parler de résistance, je parlerai plutôt de réfractaires, à ce qui est à la fois d'être regardé par une institution qui est la justice, mais aussi par une institution qui est la coutume. En tout cas, les assesseurs coutumiers. Et on voit le flou et l'angoisse dans lequel les gens se retrouvent, à devoir se justifier devant le juge. Mais ça, c'est un exercice que tout le monde sait le faire, en tout cas dans la société kanak. Et puis, face au regard des assesseurs qui vont dire voilà ce que tu dois être, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois, les personnes que tu dois aller voir, tu dois aller chercher ton chef de clan. Et en même temps, la personne qui est en face, il a l'impression qu'on lui parle une langue où il n'a pas tout à fait les codes pour apprécier la justesse des propos. On est dans ce regard-là biaisé en permanence. Et ça rend difficile l'accompagnement. Si on parle d'accompagnement social, je ne parle pas d'accompagnement juridique. Quand on parle d'accompagnement social, on mesure toute la difficulté. Quand on a posé la question, on a formulé comme ça notre contribution, c'est d'essayer de comprendre le nom. Droit coutumier est-il le nom? Mais de quel nom nous parlons? Le nom de la société, le nom des personnes, le nom de la communauté, le nom du groupe. On a préféré garder cette espèce de flou, parce que c'est un peu le résultat, en tout cas les observations que nous avons pu mener quand on travaille à la fois avec les personnes, avec les juges à une certaine époque, et avec les assesseurs, où on sent qu'il y a beaucoup d'ambiguïté, de troubles quand on fait ce travail-là, d'essayer de décortiquer, d'essayer de faire un travail finalement d'identification. Un travail d'identification pour pouvoir fixer les gens sur des espaces dans lesquels ils s'y retrouvent, où ils se sentent moins en insécurité. Parce que la question que nous avons essayé d'aborder, c'est cette espèce d'insécurité dans laquelle les gens se retrouvent. Mais ce n'est pas une insécurité uniquement dans l'institution, c'est aussi une insécurité chez eux. Comment les sociétés kanak génèrent leur propre insécurité et qui mettent en défaut finalement tout le travail qu'on va faire derrière par rapport à des réflexions qu'on fait quand nous faisons des accompagnements familiaux. Donc voilà un peu comment on a essayé de travailler notre contribution. On a essayé de puiser à la fois sur les expériences, le travail de terrain que nous menons et que nous continuons à mener. Ce n'est plus tout à fait un travail anthropologique. On est vraiment, en tout cas pour ma part, de plus en plus un travail d'accompagnement social pour redonner du sens à la vie contemporaine, redonner du sens au choix de vie des personnes et redonner du sens par rapport à la cohérence avec leur société d'appartenance. Plus on avance et plus on aperçoit ce besoin de créer son appartenance. Ce qui, par ailleurs, cache une autre faille qui est la difficulté d'ancrer les personnes. C'est-à-dire qu'on est face à des personnes qui vont revendiquer une appartenance parce qu'ils sont dans l'incapacité de se fixer, de donner leur ancrage à leur société dans laquelle ils sont censés appartenir. Donc voilà un peu, je vais vite parce que je n'ai pas suivi le colloque. Et en tout cas, c'est comme ça que nous avons essayé de creuser, de travailler notre contribution pour nourrir un peu le travail qui a été mené par Étienne. Deux mots juste pour conclure. Il se trouve que en ce moment, il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle donc La coutume dans l'État,
Il faut vous armer si vous avez envie de lire ce livre. Aujourd'hui, il y a une offensive d'un certain nombre d'anthropologues qui sont en train de remettre en cause tout le travail qui est en train d'être fait, que ce soit au niveau du Sénat coutumier, qui est extrêmement attaqué là-dedans, les juridictions coutumières, enfin tout le travail autour du droit coutumier, par la plupart, j'allais dire, d'une grande armée d'anthropologues hexagonaux, pour pas dire parisiens, qui sont en train de faire ce travail-là. Ce travail est inquiétant parce qu'ils sont en train de lire le droit coutumier comme quelque chose qui serait essentialiste. On essaierait d'essentialiser la coutume, la cristalliser justement, différentialiste, voire raciste, autochtoniste, etc. C'est une erreur absolument fondamentale. Il y a même un article absolument extraordinaire dont je vous conseille la lecture si vous êtes armé, où on vous réexplique toute l'histoire de Louis Callot et de la ICLF, en vous expliquant comment, en fait, c'est pas du tout ce qu'on croyait, mais que c'est y compris raciste et essentialiste. C'est absolument incroyable. C'est une révision de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie dont on a du mal à imaginer qu'elle puisse exister. Eh bien, effectivement, il est temps de rappeler qu'au contraire, le droit coutumier fait partie du dispositif au même titre que l'accord de Nouméa, de ce travail qui est fait depuis le début dans ce pays par le monde kanak pour essayer d'établir un rapport à la fois où il soit reconnu mais un rapport avec les autres communautés. Je vous rappelle la devise de l'Union calédonienne qui était 2 couleurs, un seul peuple. Ensuite il y a eu la devise qui était la revendication foncière, mais cette revendication foncière qui a ensuite donné nom à la revendication d'autochtonie n'est pas une revendication qui dit « je suis autochtone, cassez-vous », c'est au contraire « je suis autochtone, donc vous pouvez être les étrangers, ceux qui sont en face dans le jeu des échanges », car tout groupe d'échange implique systématiquement des autochtones, etc. Puis ensuite, les accords de Matignon-Oudinot, puis les accords de Nouméa. C'est dans cet esprit-là de construction d'une communauté de destin où la reconnaissance de l'identité de l'un permet la construction de la communauté. Là-dessus, en tant que sociologue et anthropologue, on est absolument clair et en désaccord profond avec ce qui est la tendance générale de l'anthropologie française aujourd'hui. Il fallait que ça soit dit. Merci beaucoup. Merci de l'avoir dit aussi clairement. Le temps que Madame Quérol installe... Vous êtes peut-être prête? Oui. J'allais juste glisser une question, mais je ne sais pas si la réponse peut être rapide ou pas. Je me demandais si ce malaise, au fond, dont vous avez fait état, est quelque chose qui vous semble s'aggraver ou si c'est quelque chose qui a toujours été... S'aggraver, je ne sais pas. Je dirais que c'est de plus en plus visible. Et c'est ça qui est... ce qui n'est pas la même chose. Oui. Inquiétant. D'accord. Merci. Et la marche, c'est une forme de déséquilibre. Hein. Là. Très bien, merci beaucoup. Madame Quérol, je vais vous donner la parole tout de suite. Vous allez nous parler... j'allais dire d'autres choses, mais peut-être pas, vous allez nous dire ça. On va parler maintenant de la coutume de Wallis et Futuna, et vous avez 30 minutes maximum. D'accord, je regarde l'heure. Merci. Je voudrais d'abord faire une très courte introduction dans laquelle j'aimerais remercier les personnes qui ont dirigé ce colloque et qui ont permis cette étude, qui est certainement, et comme on le voit aujourd'hui, vraiment crucial en Nouvelle-Calédonie. Ensuite, ce que j'aimerais faire, c'est me présenter avec beaucoup d'humilité, parce que, à 2 titres. Le premier titre, c'est tout d'abord que je suis devant des responsables coutumiers, et que nous allons le voir, bien évidemment, je me place dans une position d'accueilli, même si, effectivement, je suis rattachée à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Mon deuxième critère d'humilité, c'est aussi le fait que je vais vous parler de Wallis et Futuna et je ne suis pas une spécialiste de ces sociétés. J'ai une certaine familiarité pour avoir travaillé sur Wallis et Futuna au musée de la Nouvelle-Calédonie, mais je connais plutôt bien les sociétés de Fidji, un petit peu celles du Vanuatu, mais je ne suis pas du tout une spécialiste de cette ère culturelle. Par contre, je les prends par un autre biais sur lequel j'ai travaillé, qui est la problématique des associations culturelles ou identitaires qui jouent un rôle très important et qui sont très mises en avant en ce moment, avec, en fait, pas en ce moment, mais depuis l'accord de Nouméa. Comme
je ne suis pas une spécialiste de ces sociétés. Avant tout, j'ai essayé de m'appuyer sur un travail qui avait déjà été fait, et un travail qui avait été fait à Wallis et qui évoquait des problématiques qui se raccrochent aux problématiques que nous avons évoquées. Il s'agit en fait de Françoise Douer-Marsaudon, qui est une spécialiste de la Polynésie occidentale, et qui est revenu sur une affaire wallisienne importante, et c'est de là-dessus dont je partirai de là-dessus, qui est le procès Kalomaka, que effectivement je ne connaissais pas, et qui illustre selon elle les difficultés en fait soulevées par les interactions de deux systèmes légaux différents. L'un en relation bien évidemment au droit particulier, coutumier, où la justice est avant tout placée sous le contrôle des chefs, et l'autre au droit commun qui relève de la justice française. Elle montre, dans cet article que je cite, combien ces problématiques renvoient à des questions de valeur attachées à de véritables choix de société, on est tous d'accord ici, et c'est ce type de questionnement que je prolonge d'une certaine manière après avoir effectué un certain nombre d'enquêtes pour demander aux personnes d'origine wallisienne ou futunienne quel était leur avis sur une reconnaissance en Nouvelle-Calédonie de leur statut coutumier. Alors, je reviens très rapidement sur cette affaire. Cette affaire commence en 1998 à Wallis. Le Conseil territorial des femmes commence à demander à une des membres de ce conseil, en fait, de rendre des comptes. Elle est accusée d'avoir détourné de l'argent. Le jugement de cette affaire a lieu à Nouméa, dans les cadres de la République, mais oppose la population à Wallis. En effet, il y a ceux, dont les membres du Conseil, qui désiraient que justice soit faite dans le cadre des lois de la République, et ceux, en particulier les chefs, qui demandent à ce que soit mis un terme aux actions engagées contre cette personne et souhaiteraient le recours à un jugement de type coutumier. Bien évidemment, cette seconde position tenait vraiment compte de la proximité de cette femme accusée avec la famille royale. Il était clair que l'argent détourné n'était pas à son profit personnel, individuel, ni à celui à proprement parler de sa famille, mais l'était de manière plus générale vers la famille royale. Plus encore, et c'est Françoise Douer-Marsaudon qui le dit, ce geste permettait de réparer une injustice dont la responsabilité incombait au gouvernement français. Le faible revenu de cette famille, la famille royale, comparé à celui parfois 3 fois supérieur de certains fonctionnaires métropolitains. Donc, l'anthropologue que je cite, à ce moment-là, avance un certain nombre de choses. Elle montre que 4 notions fondamentales étaient jusque-là utilisées pour parler de la vie sociale à Wallis. La coutume, la mission parce que l'Église, en particulier catholique, est vraiment extrêmement importante à Wallis, comme tout le monde le sait, la politique et la jeunesse. Or, s'ajoutait là, à partir de ce moment-là, une autre notion extrêmement importante qui était celle de la justice. Elle se réfère à ce moment-là également à Luc Boltanski, qui est un sociologue, et qui a beaucoup travaillé sur les questions de frontières, de passage d'une frontière à l'autre, vraiment d'un ordre à l'autre en sociologie. Et qui dit, pour passer de violentes querelles à une forme de querelle non violente, ce qu'on appelle la justice, toutes les parties doivent reconnaître une équivalence générale traitée comme un universel. À Wallis même, donc, nous avons, je vais passer assez vite pour essayer d'avancer sur les origines de ce droit, etc., mais nous avons donc une reconnaissance de 2 statuts. 98%, effectivement, 98% de la population se réfère au statut particulier, qui, bien évidemment, le pénal étant jugé autrement, bien évidemment. Mais, donc, bien que ces systèmes coexistent, ce système n'est pas appliqué ailleurs. Or, comme l'ont montré Régis Lafarge et Étienne Cornu, il y a eu jurisprudence qui nous dit que le droit coutumier wallisien a donc vocation à régir les ressortissants de cette coutume vivant hors du territoire d'origine. La question qui se pose donc, c'est comment les Wallisiens et les Futuniens de Nouvelle-Calédonie, en particulier les plus jeunes d'entre eux, souvent nés sur le territoire, envisagent-ils cette vocation ?
Cette question a non pas mis en avant dans les réponses des notions particulières et récurrentes, comme dans le cas du procès Calomacca dont nous parle Françoise Douarnenez-Sodon, mais a été l'origine de 3 réactions quasi épidermiques, suivies de discussions parfois très vives. On ne veut pas de problème avec les Kanaks. C'était la première chose qui sortait. Deuxièmement, la Nouvelle-Calédonie n'est pas Wallis et Futuna. Ensuite, une 3e dimension, tout va aux femmes. Mon intervention est basée en fait sur les réponses que j'ai eues et les discussions par voix vive qui se sont engagées. J'ai tenu dans l'échantillon constitué pour pouvoir travailler sur cette question à ne pas me tourner vers des coutumiers, mais à me tourner vers vraiment, quelqu'un disait des vrais gens, entre guillemets, c'est pas du tout je ne veux pas sortir du tout les coutumiers de là, loin de là, mais à vraiment d'essayer d'avoir de ne pas poser la question à des représentants coutumiers, mais d'essayer de voir ce que des personnes qui n'ont pas ces représentations-là pouvaient penser. Alors d'abord, première surprise, face à la possibilité d'une reconnaissance pleine et entière du statut particulier, wallisien et futunien en Nouvelle-Calédonie, beaucoup de jeunes gens, en particulier ceux nés sur le territoire, étaient vraiment extrêmement surpris. En fait, ils ne connaissaient pas l'existence de ce statut. Et on ne leur en avait pas parlé. Et ils avaient même jamais imaginé, mais ça a aussi été le cas pour certains et certains plus âgés, qu'une telle mise en parallèle pouvait être faite entre une reconnaissance de la coutume kanak et une reconnaissance de la coutume wallisienne. En fait, c'est là où, en fait, on ne veut pas de problème avec les Kanaks, arriver systématiquement après, et puis était poursuivi de « les Kanaks ne voudront jamais ». Alors, comment interpréter tout d'abord cette réponse ? En fait, il s'agit d'un leitmotiv qui systématiquement se met en place. Elle traduit en fait les tensions qui existent entre les communautés kanak et wallisiennes et futuniennes. Cette tension et la peur qu'elle provoque se manifestent de manière régulière, comme on le sait, à travers des injures, des coups, etc., que se portent les jeunes gens scolarisés. Et parfois, certaines rumeurs enflent et secouent Nouméa, et puis aussi hors Nouméa. C'est ainsi, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a quelques années, les festivités de fin d'année avaient été retardées, les bars, etc., avaient fermé, et la rumeur était partie, je ne sais pas comment elle était arrivée, mais elle était partie du monde wallisien, qui disait des jeunes vont descendre et en fait, ils vont casser du Wallis, ce qui est le terme qui se dit. Donc, et ce type d'expression, de peur, etc., bien évidemment, fragilise toujours beaucoup plus le discours politique du destin commun, né de l'accord de Nouméa. Et puis, les Wallisiens, les représentants que j'ai interrogés, en tout cas les personnes que j'ai interrogées, disent qu'il leur arrive, et c'est loin d'être exceptionnel, et là je suis vraiment désolée, mais je ne présente que le côté des gens que j'ai interrogés, qui, effectivement, essuient parfois des « vous n'êtes pas chez vous ici, rentrez dans vos îles », et alors que ce discours-là n'est que très rarement dit de manière publique à, par exemple, des caldoches, entre guillemets, des Européens calédoniens. Donc, c'était vraiment quelque chose à interroger. On a tous une idée de pourquoi, comment, etc., mais essayez de comprendre un petit peu plus avant. Donc, depuis la colonisation de la Nouvelle-Calédonie, Wallisiens et Futuniens, je pars d'abord de ce temps-là, sont présents sur ce territoire. D'abord, ça a été une présence très exceptionnelle, puis ensuite, beaucoup plus importante. Cette présence relève, bien évidemment, on a fait appel à des travailleurs, mais également de la politique menée par l'État français dans les années 60-70, de mise en minorité démographique des Kanaks. Dans les années 80, et au cours de la guerre civile qui les ont marqués, les Wallisiens et les Futuniens ont largement soutenu les anti-indépendantistes. Et
alors considéré, et plus particulièrement donc le parti de Jacques Lafleur, le RPCR, alors considéré comme pluriethnique et faisant donc place aux Océaniens non kanaks et non indépendantistes, de manière générale. C'est bien évidemment quelque chose de global. Beaucoup de représentants de la milice qui avait été formée à cette époque aussi semblaient provenir d'un lotissement qui est donc le lotissement de l'Ave Maria situé au sud de Nouméa face au village kanak de Saint-Louis. Et là, une histoire très particulière et très conflictuelle, en grande partie liée à des aides que recevaient certains et pas d'autres, avait débuté, qui s'était terminée par effectivement la mort de quelqu'un, des tirs et la mort de quelqu'un. Un tel drame, quand on en parle effectivement aux personnes que j'ai vues, donc Wallisiens et Futuniens, a fortement marqué les populations de la Nouvelle-Calédonie et semble avoir consolidé chez les uns, dit-on, le désir de vengeance d'une part, et chez les autres, la peur de cette dernière. Pourtant, et c'est ça qui est intéressant, il existe des raisons, en fait, de rapprochement. Et c'est ça qui est aussi extrêmement intéressant. Donc, ces types de rapprochements ont déjà été mis en place ou avancés par les groupements politiques se désolidarisant du RPCR de l'époque. Accusés de maintenir les Wallisiens et les Futuniens que l'on accueillait dans des rôles politiques subalternes et d'en faire des Océaniens de service. En effet, la présence wallisienne ou futunienne est ancienne, même si je vais revenir dessus, au sein des pays kanaks, ou plus particulièrement Uvea Mamao, littéralement Uvea en bas, une des îles Loyauté situées à l'est de la Grande Terre, reduplique d'une certaine manière Uvea Lalo, Uvea lointaine. Et effectivement, les notions se passent comme ça, c'est-à-dire le pays wallisien, dont il est difficile de dire au moment des voyages insulaires anciens, qui conduisent certains Polynésiens de l'ouest vers l'ouest, qui étaient exactement ces personnes, wallisiennes, tongiennes, etc. On est ici dupé par la géographie coloniale qui a imposé des frontières entre les aires, entre les régions. Ces frontières, et maintenant, effectivement, je reviendrai dessus aussi, sont des frontières occidentales qui ont été plaquées, et on a tendance maintenant à penser le monde pacifique à travers ces frontières, alors que, bien évidemment, la mobilité était une mobilité extrêmement importante dans l'ensemble de l'Océanie. Bien sûr, les rapports entre les nouveaux venus de langue wallisienne ou tongienne et la population de langue kanak déjà installée sur l'île n'a pas toujours été paisible, mais l'intégration d'étrangers a toujours été une composante des sociétés océaniennes et donc kanak, et maintes traditions se rapportant à des régions, dans la région de tels étrangers, et montrent à quel point, effectivement, il y a ce type de données. Parfois même à l'IFU, ces étrangers avaient un rôle extrêmement important qui était d'accueillir eux-mêmes les étrangers. C'est un modèle d'intégration et de rapprochement océanien pensé comme porteur de valeurs identiques que les partis politiques qui se désolidarisaient alors du RPCR appelaient effectivement de leur vœu. L'accord de Nouméa a donné encore plus d'importance aux différentes communautés, je l'évoquais, du territoire pour la construction du destin commun. À un moment donné, dans les années 2000, 2007, 2008, il y a eu une sorte de volonté de rapprochement et de mise en place. Le musée tout d'abord et la DCK, le Centre culturel Chibaou, ont essayé d'aller dans ce sens en donnant la parole aux Wallisiens et aux Futuniens et en façonnant un discours et une image culturelle du rapprochement. En 2009, la DCK et un comité de recherche historique ont présenté au public calédonien sur le site même du centre Chibaou une première exposition d'importance, Tavaka Lanui Moa, Mémoire de voyage, la toute première exposition uniquement consacrée aux Wallisiens et aux Futuniens. Peu de temps auparavant, le musée de la Nouvelle-Calédonie avait fait de même, et en inaugurant une mini-exposition, où d'ailleurs très peu de personnes étaient venues. Là,
Au CCT, ce qui est important, a eu lieu une grande coutume inaugurale au cours de laquelle une déclaration solennelle a été signée par le président du Sénat coutumier, les autorités coutumières de Nouvelle-Calédonie et les représentants des rois d'Ouvéa. Celle-ci met de nouveau en relation les migrations wallisiennes contemporaines avec celles des siècles passés et le temps de l'avant-colonisation. Par cette déclaration, les autorités coutumières reconnaissent l'existence, je cite, de liens particuliers qui unissent l'ère coutumière de Haute-Mawap au royaume d'Ouvéa, d'Alo et de Sigavé, et le fait que ces relations privilégiées constituent une porte d'entrée auprès de l'organisation coutumière kanak, alors que les rois d'Ouvéa, d'Alo et de Sigavé et leurs conseils des ministres respectifs reconnaissaient, eux, l'autorité kanak et son organisation coutumière. Dans leur introduction à l'ouvrage publié à l'occasion de cette exposition, les membres du comité de recherche historique Tavaka fondent explicitement cette démarche sur la notion de destin commun, devenue la référence et l'objectif de tous les acteurs sociaux et politiques métropolitains et locaux, et précisent que les habitants originaires du plus petit territoire français du Pacifique, Wallis et Futuna, se retrouvent aujourd'hui plus nombreux en Nouvelle-Calédonie que sur leur île et constituent une communauté à part entière de ce destin commun. Toujours à cette occasion, Alioso Sako, militant politique du rapprochement, déclare « Il faut remettre les choses à l'endroit sur le plan coutumier. C'est à nous, en tant qu'accueillis, de faire ce travail. La démarche de Tavaka s'inscrit bien dans ce sens, celui de se réapproprier des valeurs océaniennes communes et de les partager. » Il est important de constater aujourd'hui que ces relations restent très sporadiques. Il semble évident, tout d'abord, une première chose saute aux yeux tout d'abord. Avec l'échéance du référendum de 2018, l'électorat que représente cette communauté, la communauté wallisienne et futunienne, 12% en 2015, est bien trop importante pour qu'un tel rapprochement soit favorisé. La communauté wallisienne et futunienne est extrêmement courtisée par les représentants des partis indépendantistes, et ceux des communes où elle représente parfois un vrai enjeu électoral. Un responsable politique non indépendantiste précisait, en répondant à une question, c'était une question au moment de l'affichage du drapeau kanak, qui était alors accusé de ne représenter qu'une seule communauté à l'origine du drapeau tricolore, à l'opposé du drapeau tricolore. Il disait « Parce que toutes les autres communautés se retrouvent derrière le drapeau tricolore, alors que seules les communautés kanak se retrouvaient derrière le drapeau kanak. » Et il continue « Moi, comme vous, comme les Wallisiens et comme les Indonésiens, nous sommes ici et d'ailleurs. Les Kanaks, eux, sont d'ici et de nulle part ailleurs. » À ce titre, plusieurs choses étaient oubliées. D'une part, que selon quelque chose qui est maintenu systématiquement en Nouvelle-Calédonie, que les Indonésiens, puisqu'on met en avant les communautés, comme par exemple les Vietnamiens ou les Japonais, ne sont pas plus Indonésiens, Japonais ou Vietnamiens que moi et que vous. Il s'agit vraiment de remettre ensemble les communautés pour pouvoir les avancer dans un destin commun, d'une part. Ensuite, la deuxième chose, c'est que on n'est pas du tout dans le même type, en fait, d'électorat. Les descendants, par exemple, des Vietnamiens ou des Indonésiens sont à peu près la moitié du nombre de Wallisiens et de Futuniens en Nouvelle-Calédonie. Ensuite, la grande différence sur laquelle les choses, justement, ne sont pas dites, c'est qu'on a, entre Kanaks, Wallisiens et Futuniens, des populations d'origine océanienne, à la différence de toutes les autres. La déclaration solennelle, donc signée lors de l'exposition Tavaka, aurait pu déboucher sur la codification parallèle de la coutume wallisienne et futunienne et sur les modalités de son application, étudiée en concertation, par exemple, avec le Sénat coutumier de Nouvelle-Calédonie. Mais rien de ceci semble n'avoir été réellement entrepris, et tout semble être dit dans cette volonté d'étendre ce nulle part ailleurs cité par la personne politique dont je parlais, à quelque chose qui, à partir d'une unité océanienne, surtout ne pas l'étendre, à quelque chose qui, à partir d'une unité océanienne, mettrait en relation Kanaks, Wallisiens et Futuniens. Alors, la deuxième... Oui, j'ai encore le temps. La deuxième question, la Nouvelle-Calédonie n'est pas Wallis et Futuna. Je vais essayer d'aller plus vite.
À Wallis se mêlent religion catholique et règles traditionnelles pour constituer la coutume telle qu'on s'y réfère dans ce territoire. Une des grandes, exactement comme en Nouvelle-Calédonie et ailleurs en Océanie, un des grands aspects de cette coutume, c'est bien évidemment les échanges de dons ritualisés qui sont centraux à l'organisation sociale. Ces échanges-là sont systématiques à Wallis. Je ne vais pas revenir dessus, mais elle a l'air, et c'est ça qui effectivement, ce que marquent effectivement les gens qui répondaient par rapport à ça, de se limiter en Nouvelle-Calédonie. Un certain nombre de personnes disent explicitement « laisser la coutume à Wallis ». Il faut laisser la coutume à Wallis. Alors, il y a différentes raisons. Tout d'abord, la Nouvelle-Calédonie n'est pas considérée comme un endroit à faire vivre la coutume. Non pas dans son rapport à l'autorité ou à l'organisation politique traditionnelle futunienne ou wallisienne, mais du point de vue des obligations et justement des échanges ritualisés. Les réseaux de parenté, qui sont particulièrement larges à Wallis et à Futuna, en se resserrant, est quelque chose qui est beaucoup moins investi à Nouméa même. Les obligations de donner, mais également les retours des dons vers soi, sont multipliés à Wallis, mais deviennent beaucoup plus restreints en Nouvelle-Calédonie. C'est un véritable resserrement familial, puisque les choses commencent aussi dans la famille, et parfois donc un resserrement qui vient jusque la famille nucléaire, dont la conséquence est de réduire la portée des obligations coutumières. Ce réseau est de fait limité par la distance, mais pas uniquement. On parle de manque de temps dû aux activités salariées, et cette limitation donne aussi la liberté de ne pas fréquenter l'ensemble de la parentèle présente à Nouméa. On se donne le droit à Nouméa de faire ça, droit que l'on ne se donne absolument pas à Wallis et à Futuna. Ce relâchement coutumier et cette moindre étendue du réseau sont considérés comme permettant plus de liberté d'action et à même de fournir un certain anonymat. C'est ainsi qu'il est, effectivement, on peut entendre, oui, c'est ma grand-mère, mais je ne lui dois rien. Où était-elle lors de ma naissance? Pas là, elle n'a rien donné. Où était-elle lors de ma communion? Pas là, elle n'était pas présente. Je ne lui dois rien. On soulignera que l'argument monétaire n'est que très rarement avancé dans ce cadre. Pourtant, les rituels qui continuent de se pratiquer sont aussi infiniment moins onéreux, mais on les pratique toujours et on dépense toujours énormément d'argent, par exemple comme au niveau des communions. Alors j'essaie de faire très vite. Une des raisons avancées, c'est de lutter, entre guillemets, contre le clientélisme. Nouméa donne une chance de ne pas passer par les obligations familiales, mais aussi de pouvoir trouver un travail qui ne va pas passer par des relations, on pourrait dire des relations de service, des relations, et donc de rebattre d'une certaine manière les cartes. Les femmes, effectivement, mettent aussi en place qu'elles ont réussi à acquérir une indépendance à Nouméa, indépendance qu'elles veulent préserver. Ensuite, la dernière chose, et je finirai là-dessus, la dernière chose, c'est tout vient des femmes. Et en fait, ça, c'est aussi quelque chose qui est à remarquer. Les Wallisiens et les Futuniens, en tout cas ceux que j'ai interrogés et avec qui j'ai discuté, on garde en mémoire le fait que les femmes Kanak, si par exemple, alors bien évidemment c'est quelque chose qui est regardé de loin, si elles divorcent, leurs enfants restent attachés au clan du père. Et à ce moment-là, hommes comme femmes soulignent que tel n'est pas le cas à Wallis. Si un homme divorce, il prend le risque de devoir partir ailleurs, mais les enfants vont rester avec les femmes. Les femmes sont celles qui gardent en fait la relation aux ancêtres sur les terres et quelque chose d'extrêmement important. Il y a donc là une différence qui est dite majeure et qui pourrait être majeure avec effectivement la manière dont est pensée la coutume en Nouvelle-Calédonie. Je
conclue, puisque j'essaie d'aller vite. Aux yeux des Wallisiens et des Futuniens de Nouvelle-Calédonie, et ceci en dépit de l'existence de mariages entre les représentants de ces communautés, les contrastes qui apparaissent là paraissent trop forts pour être résolus. Et de fait, la prise en compte du statut particulier wallisien et futunien reviendrait immanquablement à rendre relative une coutume dont le caractère universel kanak est déjà en soi quelque chose qui n'a pas été évident et qui n'est pas évident. Force est de constater que dans la Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui, les contextes tant historiques que politiques ne semblent pas particulièrement propices à la mise au point et à l'application d'un principe d'équivalence unique, comme nous l'avons vu avec Boltanski, permettant de tenir ensemble statut coutumier kanak et statut particulier wallisien et futunien. En d'autres termes, tout porte à penser que nous sommes loin, a priori, de la conceptualisation d'une valeur apte à transcender les niveaux de fragmentation de cette société que l'idéologie du destin commun veut unique et pluriethnique. Comment imaginer à partir de là une hiérarchie proprement océanienne, maintenant les prérogatives du premier occupant, conformément à l'accord de Nouméa, qui est bien évidemment également un gage de paix dans le contexte actuel. Je vous remercie. C'est très facile. Merci beaucoup, Madame Quérol, et merci pour l'effort que vous avez fait pour tenir le timing.